passer dans les transports, parfois pour une audience de procédure, sur un temps qui allait nous prendre peut-être 10 minutes, et on passait 2 heures dans les transports en commun, parce qu'aller à Pontoise, c'est 2 heures, aller-retour, à finalement ne jamais être maître véritablement de son temps, et à perdre du temps. Et effectivement, on était, nous, assez pénalisés, dans le sens où moi, j'étais en exercice individuel, sans collaboratrice, en tout cas maintenant, mais sans collaboratrice, effectivement, ce temps-là, il m'était très précieux. Et à force, on s'est dit, mais aujourd'hui, on a les moyens technologiques, les applications nous permettent finalement de pallier cette perte de temps et à permettre la mise en relation entre confrères, et en fait qui pourrait nous substituer dans le cadre d'audience, dans le cadre de démarche, et finalement rentabiliser ce temps perdu. Alors, on nous appelle déjà le Tinder des avocats. Alors, on ne va pas vous permettre d'adopter un mec ou de trouver le confrère sœur, mais néanmoins, c'est vrai que cette application, elle va nous permettre d'échanger aussi beaucoup et de faciliter l'exercice, à mon sens, de la profession au quotidien. Alors, certes, nous sommes des avocats qui avons exercé beaucoup en contentieux, mais je pense que cette application a la vocation à s'adresser au plus grand nombre, aux structures individuelles, mais aussi aux cabinets plus importants, parce que si effectivement, et je vais laisser Charlotte Hugon vous l'expliquer un peu plus en détail, mais si à la fois, quand on cherche une vacation, eh bien c'est important pour ceux qui s'installent, qui cherchent justement des vacations, qui évitent de déposer des petites annonces dans les tops ou d'aller chercher à mettre même des annonces sur les sites aujourd'hui internet dédiés, eh bien ils vont pouvoir trouver plus facilement des vacations et du coup s'installer aussi peut-être en exercice individuel plus facilement. D'un autre côté, eh bien, les avocats comme moi qui n'ont pas de collaborateurs, eh bien, ça permet à moindre coût, et Charlotte va vous expliquer pourquoi, eh bien, de trouver quelqu'un pour nous substituer. Et pareillement, dans le cadre d'un cabinet plus important, avec des collaborateurs, avec des stagiaires, eh bien, là aussi également, ça va vous permettre de garder, on va dire, vos collaborateurs au plus près de ce qui est important, c'est-à-dire être au plus près de l'activité de votre cabinet. Voilà, je vais laisser Charlotte Hugon pour vous présenter un peu plus ce que c'est que VBD. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais essayer, Juliette, vous faire un peu le tour des avantages et qu'est-ce que c'est de manière générale cette application. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment elle fonctionne concrètement. Alors, sur VBD, alors, sur VBD, la première chose, c'est que vous allez pouvoir, comme dans toutes les applications, entrer votre profil. Vous configurez un profil sur lequel vous allez mettre vos coordonnées, votre système de paiement, un RIB pour pouvoir vous faire virer vos honoraires. Et une fois que ce profil est constitué, vous ne le remplissez plus, il est opérationnel. Une fois que vous avez votre profil, vous avez deux options sur VBD. Soit vous êtes demandeur de service, soit vous êtes offrant. Vous pouvez être évidemment soit l'un, soit l'autre, à votre guise. Quand vous rentrez sur l'application, alors malheureusement, nous n'avons pas encore les écrans à vous montrer, donc il va falloir faire preuve un peu d'imagination. Mais quand vous rentrez sur l'application, vous avez deux options. Soit vous cherchez un confrère pour vous substituer, soit vous proposez vos services. Prenons l'option de si vous cherchez un confrère pour vous substituer. Vous devez entrer vos critères. Alors, vous avez besoin d'un confrère pour vous substituer à une audience ou pour effectuer une petite démarche, prendre un délibéré, déposer, interjeter un appel correctionnel. Parfois, on a 5 jours de délai. On n'a pas le temps. On est bien content qu'un confrère puisse le faire rapidement. Vous rentrez vos critères. Alors, si c'est une audience, la juridiction, la date, l'heure, et VBD, grâce au système de matching, et c'est là notre outil innovant, va vous sélectionner certains confrères disponibles et qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés. C'est là où
on nous appelle le Tinder de l'avocat. Vous choisissez le confrère qui vous plaît le plus parmi les confrères sélectionnés par VBD. Évidemment, vous pouvez échanger avec lui. Si le confrère avec qui vous échangez vous avez eu un échange qui correspond à vos attentes, vous acceptez la vacation, vous réglez les honoraires qui ne seront versés sur le compte de votre confrère qu'une fois la vacation terminée. Alors, une fois que la vacation est réalisée, votre confrère a l'obligation de vous faire un petit compte rendu et de vous indiquer que la vacation est terminée. Et c'est à ce moment-là que 24 heures après, votre confrère percevra ces honoraires que nous avons bloqués sur VBD. Une facture sera envoyée directement sur les boîtes mail de chacun. La facture, vous pouvez la choisir de la mettre. Elle est pré-rédigée avec les coordonnées que vous avez rentrées dans votre profil. Mais vous pouvez, si vous êtes collaborateur par exemple, vous pouvez choisir de faire une vacation à titre personnel. Enfin, vous pouvez choisir de prendre un confrère pour vous substituer à titre personnel ou pour votre cabinet. Donc, nous avons permis dans l'application de modifier certaines coordonnées de la facture pré-remplie pour la faire selon votre besoin. La deuxième option, vous êtes un jeune confrère, vous avez un peu plus de temps libre, un peu moins de dossiers, et vous voulez offrir vos services de vacation ou de postulation. Donc, sur l'application, vous allez rentrer vos disponibilités. Vous avez deux options. Soit vous décidez de vous rendre disponible sur des périodes déterminées, plus ou moins longues, soit vous décidez de vous rendre disponible uniquement puisque vous allez déjà à une audience dans une juridiction. Vous indiquez, dans ce cas-là, je me rends à Créteil le 18 janvier à 10h. Et c'est là où le confrère d'avant qui cherchait un confrère pour vous substituer pourra tomber sur vous grâce au système de matching. Et ce qui vous permet, j'interviens, ce qui vous permet de rentabiliser votre déplacement. Votre déplacement est déjà prévu, vous attendez un délibéré, vous attendez que votre audience soit enrôlée, et bien vous pouvez à ce moment-là rendre un service, parce que, on dira après, mais effectivement les honoraires sont librement choisis, librement fixés. Vous pouvez tout à fait, et on va mettre une option sur VBD qui s'appelle VBD solidaire, vous pouvez décider de ne pas pas mettre d'honoraires, de rendre ce service totalement gratuit. Prendre une TOC, aller prendre un délibéré, on peut choisir que ce soit totalement gratuit. Et on encourage d'ailleurs à VBD ce système-là de gratuité et de solidarité entre les confrères. Je vais reprendre sur les honoraires. Quand vous configurez votre profil, vous pouvez rentrer vos honoraires. Il y avait deux types d'honoraires. Il y a les honoraires qu'on appellera les honoraires de la situation « je me déplace » et les honoraires de « je suis sur place ». Donc, en fonction de si vous êtes déjà à l'audience ou si vous vous déplacez pour l'audience, vous ne fixerez pas les mêmes honoraires. Je reviens sur ce que Julia vient de vous dire. Nous avons effectivement prévu une possibilité de souscrire à l'option VBD solidaire. VBD solidaire, c'est quoi? C'est la possibilité de rendre des services à des confrères de façon gratuite, parce que vous êtes déjà une audience, vous pouvez aller relever une TOC, prendre un délibéré, déposer un appel, interjeter un appel de façon gratuite. Et évidemment, si vous souscrivez, pour pouvoir avoir accès à VBD solidaire, il faut soi-même proposer de rendre des services gratuits, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait que des avocats qui viennent pour profiter de la solidarité sans être solidaire en échange. Voilà, et un point important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'on a prévu la géolocalisation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand vous arrivez au palais, vous pouvez vous rendre disponible immédiatement. Vous cliquez, alors c'est un petit bouton où on pourra faire hop, je me rends disponible au TGI à Paris. Et qu'est-ce que cela va permettre? Et bien, ça va permettre à un confrère qui est en train de rédiger des conclusions urgentes, qui est dans les bouchons, de voir s'il n'y a pas un confrère disponible pour aller tout de suite lui rendre le service dont il a besoin. Moi, c'est arrivé il y a 2 jours au cabinet avec mon confrère, mon co-bureau. Il devait interjeter un appel et en même temps, il a été appelé
pour une garde à vue. Et là, il m'a dit, mais pourquoi VBD n'existe pas? Et s'il avait pu voir effectivement un confrère qui rôdait dans le tribunal à ce moment-là, il aurait été satisfait. Julia va conclure sur l'application et vous faire un petit résumé des avantages. Les avantages, je pense que vous l'aurez compris, c'est d'abord évidemment de rentabiliser son temps. C'est aussi l'augmentation du chiffre d'affaires des jeunes qui s'installent, mais pas que, parce que finalement, au regard de la paupérisation de la profession, je pense qu'on en est tous conscients, eh bien, ça permet d'augmenter un peu son chiffre d'affaires. Peut-être pas grand-chose au départ, mais finalement, à force, in fine, dans le mois, eh bien, ça peut devenir conséquent. Par ailleurs, VBD permet quand même le paiement en ligne sécurisé, donc on a aussi une garantie sur le recouvrement des honoraires puisque c'est versé automatiquement. Donc ça aussi, c'est pas rien pour les jeunes confrères, même les confrères qui font des vacations, des postulations. C'est toujours un peu difficile après avoir effectué la vacation d'aller demander le paiement des honoraires. C'est aussi le développement de son réseau professionnel. Pareil, quand on est jeune, on s'installe. Alors c'est évidemment dans cette optique-là, pour ceux qui font les vacations, on est dans cette optique de jeunes confrères qui s'installent, etc. Et bien connaître des confrères, même dans toute la France, c'est aussi développer son réseau et c'est aussi participer à l'évolution de son activité. Et puis d'un autre point de vue, pour ceux qui auraient recours, et bien c'est gagner de temps de présence disponible au cabinet, pallier l'absence de collaborateurs, et puis assurer aussi une efficacité de l'activité de son cabinet. On a conçu avec Charlotte cette application au plus près des besoins des avocats. Je pense que c'est toute la particularité de cette application, c'est qu'elle a été créée par des avocates en adéquation, je crois, parfaite avec nos vrais besoins, avec une nécessité presque de terrain. On a une pratique de 10 années, grosso modo, d'expériences, de contentieux, de tribunaux, d'attentes, de beaucoup de choses. Et je crois que c'est ce qui fait la particularité de votre bien des vœux. Et on espère, avec Charlotte, qu'elle ne sera pas juste une application parmi d'autres dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de l'ubérisation du droit, dont on parle beaucoup, mais qu'elle deviendra un outil indispensable pour tous les avocats. Tous nos confrères. Si je me permets, je ne sais pas si vous avez vu, on voudrait quand même vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc on a ici 3 écrans. L'application est encore en développement, mais elle devrait être prête très bientôt. On espère la sortir en décembre ou début janvier. Donc voilà, vous avez 3 exemples d'écran ici. Donc ça sera le tableau de bord. Un tableau de bord qui vous permettra d'avoir un récapitulatif de toutes vos vacations ou postulations, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la postulation, mais sur votre bien dévoué, il y a aussi le service de postulation, et sur le tableau de bord, vous aurez la possibilité, le postulant aura la possibilité d'indiquer où en est l'affaire en temps réel. C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à regarder sur votre tableau de bord où en est votre procédure, qui sera renseignée par votre postulant. Donc ici, vous avez le tableau de bord, il y aura toujours 2 couleurs, le bleu quand vous êtes demandeur, et le jaune lorsque vous êtes offrant. Très bonne couleur, oui. Ici, vous avez le petit. On adopte tout de suite. Parfait. On l'a remarqué. Alors ici, vous avez l'écran de la géolocalisation. Vous voyez le fameux bouton où vous pouvez vous rendre disponible immédiatement. Et ici, l'écran du matching. C'est-à-dire, quand vous avez rentré vos critères, hop, l'application vous proposera les confrères disponibles. Et donc ici, nous avons Maxime Breton et Annie Watkins qui sont disponibles pour vous substituer. Et c'est à vous de les sélectionner. Voilà. Très bien. Merci. Que ça ouvre. Alors bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions. Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de questions, peut-être par rapport à la déontologie, parce que les confrères nous posent beaucoup de questions par rapport à... Nous, on est très à l'aise avec la déontologie, mais si vous avez des questions à nous poser... Moi j'ai une question. Oui. Ça coûte combien? Ah, on a oublié le coût, effectivement. Alors le coût. Donc, nous, pour se rémunérer, VBD prend des frais de service. Ces frais de service, ils sont calculés, c'est pas une commission, hein, attention, on prend des frais de service qui sont calculés sur le montant des honoraires.
entre 5 et 7% du montant des honoraires qui sont pris à chaque transaction, à chaque avocat. Et l'application est gratuite, évidemment. Donc, grosso modo, vous avez une vacation à 100 €, et ben, elle vous coûtera 105. Voilà. Mais le coût de la vacation, c'est fixé par qui? C'est les avocats qui fixent leurs honoraires, Quand c'est qui gratuit. sont au niveau. Quand c'est gratuit, on ne prend aucune commission. Donc c'est une commission. Non, non, quand c'est gratuit. Non, mais oui, effectivement, mais en fait, c'est pas une commission dans le sens où ça sera un prix supplémentaire. On ne vous retirera pas une partie des honoraires. Voilà. Il fallait bien qu'on trouve un système de paiement. Hein. C'est compliqué, mais il faut bien se rémunérer. Mais pour la solidarité, VBD, je vous disais qu'on était vraiment... Enfin, on encourageait la solidarité, VBD ne prend aucun frais, puisque de toute façon, si c'est gratuit, on n'a pas de frais bancaires, on n'a pas de frais de gestion. Parce que nous, on prend des frais parce qu'il faut savoir que les frais bancaires pour une telle application, on va être transparent, c'est 2%. Parce qu'il y a c'est une marketplace. Donc ça rentre et ça ressort. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre grosse société qui s'occupe de gérer cette marketplace, Mangopel, je ne sais pas si vous connaissez. Quelle est la structure VBD juridique? Une SAS. Nous sommes associés, nous avons associé en petite partie nos développeurs. Et grâce à la loi Macron et le décret d'application qui est sorti en juillet, on a pu monter cette SAS. Et pas la donner à nos conjoints. Et vous êtes majoritaire? Et on est majoritaires toutes les deux. Et il y aura une facture à part pour les 5%? Oui, oui. Une fois que vous avez créé ce réseau, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le réseau que vous créez en... Est-ce que vous allez limiter votre rôle à cette mise en relation ou est-ce que vous allez offrir d'autres applications? L'idée de VBD, c'est évidemment de se développer et d'offrir en fait un système où on aura un réseau de confiance. C'est-à-dire que VBD proposera un réseau de confiance qui n'est pas un réseau LinkedIn ou Facebook. Voilà, c'est vraiment des confrères avec qui on travaille. Et je pense que ça, c'est très important de développer ça parce qu'on connaît beaucoup de confrères. En revanche, on travaille avec pas tant que ça de confrères. Et on aura un réseau de confiance avec qui, justement, et là, il y aura plus de fonctionnalités. On pourra échanger, par exemple, on pourra recommander un collaborateur, un stagiaire, des locaux. Tous ces échanges voilà, qui sont quand même, qui font un peu notre quotidien aussi et qui permet d'aider les confrères, de favoriser vraiment ces échanges entre confrères. On a quand même conscience, quand on a créé VBD avec Charlotte, que lui aussi, le premier apporteur d'affaires de l'avocat, c'est son confrère. Et donc c'est aussi très important justement d'amplifier, de développer cette relation, mais pas seulement pour justement apporter des affaires, mais vraiment dans l'échange, de créer du lien interbarreau. Ça aussi c'est important parce qu'on connaît à Paris, mais combien de fois, moi, on m'envoie un mail, par ailleurs je suis ancienne secrétaire de la conférence, j'ai un réseau de la conférence du stage, eh bien on m'envoie des confrères, connaissez-vous à Amiens, un spécialiste en droit de la famille ou en droit des affaires, et donc finalement je me rends compte des lacunes qu'on a, on ne connaît pas, évidemment, on n'a pas ce réseau-là, pas forcément, et eh bien c'est bien nécessaire, et en fait on pourra justement grâce au développement de VBD avoir accès au réseau de confiance de nos confrères. C'est-à-dire que ça c'est vraiment, on est en train de... C'est dans le second temps, effectivement, on veut vraiment créer ces véritables réseaux de confiance et ça vous permettra pour l'application, enfin, pour le système qui existe déjà, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on n'a pas de notation, évidemment, on ne va pas se noter en contre-frère, mais on va se recommander. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé votre vacation, votre postulation, vous avez la possibilité de recommander ou non votre confrère. Si vous ne le recommandez pas, ça n'apparaît pas, sauf si c'est passé un grave problème, vous nous l'indiquez à nous et c'est nous qui allons analyser et voir quel est le problème et éventuellement retirer ce confrère de l'application. En revanche, vous pourrez voir, quand vous sélectionnez votre confrère qui vous a été proposé, vous pouvez voir qui de vos confrères a recommandé ce confrère. Voilà. Et donc, dans ce réseau de confiance, vous aurez effectivement qui de mes confrères de mon réseau de confiance a recommandé ce confrère. Et donc, créer des liens par petits réseaux. Ah oui, c'est une application mobile. Hein. On n'a pas de site internet, on le fera peut-être plus tard, mais il fallait qu'on fasse un choix
d'un point de vue financier entre l'application ou le site, puisque c'est vraiment deux choses différentes, ou la plateforme, c'est deux choses différentes. Donc on a choisi l'application mobile parce que on estime que on veut que ça soit quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un confrère pour vous substituer à une audience, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Et après, effectivement, les échanges, la boîte de messagerie interne qui est sur l'application arrivera sur vos mails. Donc vous pouvez échanger via vos mails. Deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est, je la tiens de Caroline, qui est à ma gauche. C'est de savoir quelle est la plus-value, la différence, en tout cas, ou en termes de plus-value, j'en sais rien, entre cette application et Avocat. Et la deuxième question, elle est de moi-même, c'est quel est le critère d'identification de l'avocat? En gros, qu'est-ce qui vous permet de penser que mettre un tel est effectivement avocat à tel valeur, etc. Alors, pour répondre à votre première question sur Hub Avocat, toute la différence, c'est que sur les sites Hub Avocat ou Village de la Justice, vous allez poster une petite annonce. Donc, vous allez écrire « Bonjour, cher MCC » en général, il est écrit « Je cherche un confrère pour me substituer à Vannes le 25 décembre pour une audience le 25 décembre, n'importe quoi. Le 22 décembre pour une audience de plaidoirie. » Et vous jetez un peu une bouteille à la mer. Vous attendez qu'en face, un autre confrère tombe sur votre petite annonce, qu'il y réponde. En général, vous avez une centaine de réponses. Vous ne savez pas qui choisir. C'est compliqué. Et quand vous proposez vos services, c'est-à-dire que quand vous avez répondu à cette petite annonce, la plupart du temps, vous n'avez jamais de réponse derrière. Moi, je sais que j'y suis allée sur Hub, j'ai jamais de réponse. Donc là, hop, on vous fait le matching, c'est immédiat, on vous propose la personne disponible. Alors s'il n'y a personne disponible, parce qu'au début, l'application, forcément, le temps qu'elle se mette en route, il n'y aura pas forcément un matching, mais on va évidemment laisser les vacations en ligne, et les confrères qui souhaiteront aller faire des vacations ou des postulations pourront aller les sélectionner. Et ça sera le temps que ça se rôde. Après, on espère qu'il y aura du match permanent. Et alors pour votre deuxième question, on demande des coordonnées très précises, professionnelles, et on vérifiera tout. Et on permet, en fait, pour aller aussi au plus simple, de scanner la carte professionnelle. C'est-à-dire que BBD aura le scan de toutes les cartes professionnelles pour permettre d'avoir le numéro de CNB et de pouvoir avoir le numéro de... Voilà. Et on vérifiera, alors voilà, après, s'il y a des usurpations d'identité, ça relève du code pénal, hein, c'est pas de la responsabilité de BBD, mais nous, en tout cas, on vérifiera les données professionnelles, la carte d'avocat, aussi le lieu d'exercice professionnel, la date de prestation de serment, parce que c'est important, et d'ailleurs, ça fait partie aussi des critères de compétence. Et donc voilà, on vérifie tous ces éléments, c'est-à-dire que tous vos éléments professionnels d'identification, et je vais même aller plus loin, puisque comme il y a une facture qui va être éditée, vous avez aussi le numéro TVA intracommunautaire, vous avez voilà, tous les éléments d'identification, le numéro SIRET, qui sont importants et qui sont liés à votre facturation. Donc voilà, on aura quand même les éléments, j'espère, pour une dernière conforter. question. Tout à l'heure, vous parliez de la loi Macron, qui permettait de du coup monter la SN. Je restais savoir, quelle était la position de l'ordre quand vous avez, parce qu'on sait, la loi Macron, il y a pas mal de débats sur le caractère accessoire, connexe. Est-ce qu'ils vous ont dit, ok, mais pas plus de temps de revenus, parce que sinon c'est plus accessoire ou, pour être très honnête avec vous, l'ordre, on n'est pas allé toquer à la porte de l'ordre pour savoir si oui ou non on était susceptible de le faire. Pourquoi? D'abord parce que, et ça je pense que c'est un vrai... Non mais c'est un vrai... C'est pas vrai, parce qu'on a rencontré quand même un membre du Conseil de l'ordre. On a rencontré des membres du Conseil de l'ordre, mais c'est vrai, et je pense que c'est plein d'espoir pour les futurs bâtonniers et vice-bâtonniers, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de section, entre guillemets, d'innovation, où on pouvait justement aller voir, vérifier son modèle, s'il était bon, s'il était conforme à la déontologie. On n'a pas de support, on n'a pas de... Donc on a fait un peu avec ce qu'on avait. Et ce qu'on avait, c'est... on est juriste quand même, donc on s'est regardé la loi. Et effectivement, on attendait ce décret d'application qui a mis longtemps à venir. On avait une loi qui était assez générale et assez floue. On s'est dit qu'à la base, je vous le dis très sincèrement, on s'est dit que c'était flou, donc on allait y aller. Et puis si jamais c'était pas possible, on s'arrangerait, on ferait autrement, on modifierait.
Là, pour l'instant, c'est possible, voilà, grâce à ce décret d'application. Et à l'ordre, on a eu le soutien des membres du Conseil de l'ordre, honnêtement, qui nous ont réservé un joli accueil, réellement. Mais au sein même de l'ordre, non. Mais il y a une commission qui est en train de... On peut rappeler effectivement les dispositions de ce décret Macron qui autorise les avocats à constituer une société commerciale dès lors qu'il s'agit d'un accessoire à leur activité. C'est ça. Donc effectivement, moi je suis rassurée par le fait que vous soyez majoritaire. Moi j'avais juste une dernière question parce qu'on a d'autres interventions. Oui, bien sûr. Et puis après on débattra d'une manière générale. Mais vous êtes rapproché de la chaîne Casella qui s'occupe des tribunaux d'instance non, vous n'avez pas essayé de... On a un peu regardé, mais on était déjà... On a dû... on travaille, on a aussi nos cabinets, j'avais plus développement de l'application, nous a pris un temps énorme. Et effectivement, on n'a pas été chercher vraiment... de conseils ou d'idées ou de rapprochements. On est plus en train maintenant en fait, de le faire. On s'est vraiment focalisé sur le développement parce qu'il a fallu quand même dessiner chaque écran. Hein, voilà, et le concevoir. On s'est plus au début concentré là-dessus et puis aujourd'hui on essaye justement de voir comment on pourrait l'intégrer à d'autres systèmes peut-être. Et comment ça s'articule avec la loi informatique et liberté? Parce que là vous constituez des fichiers qui sont extrêmement importants, avec des données professionnelles qui confient au personnel. Mais qui restent confidentielles. C'est que des données professionnelles. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous avez que... Enfin, il y a malgré tout le fichier des honoraires. Non, mais avec le... Mais le fichier des honoraires, c'est les honoraires que vous souhaitez, proposer pour l'application. De toute façon, on va faire les déclarations. Vous créez un fichier nominatif qui nécessite d'être... Bien sûr, non mais on le fait, c'est prévu. On va faire toutes les déclarations à la CNIL qui... En tout cas, bravo, parce que J'ai juste deux initiatives. Vraiment, on peut encourager ce type d'application. Juste pour conclure, sur un point sur l'ordre, on a présenté le concours de pub innovation à l'incubateur et en fait c'est ça qui nous permettra, si on est sélectionné, d'avoir l'aval de l'ordre. C'est à ce moment-là que l'ordre vérifie si on est conforme à la déontologie, parce que quand on remplit le dossier, on répond à beaucoup de questions déontologiques. Et deuxième point, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, et on a déjà beaucoup de confrères qui se sont inscrits, parce que ce qu'on veut, c'est que le jour où la est téléchargeable, il y a déjà des profils créés pour que ça marche tout de suite, parce que sans profil, ça ne marche pas. Donc il faut aller sur notre site www.votrebiendévoué.eu. Malheureusement, .com.fr avait été pris. Vraiment, c'est pour ça que déjà vous remercier d'être là ce matin, parce que pour nous présenter votre application, parce que ça correspond tout à fait à ce que nous souhaitons, qui soit d'encourager, un, de faciliter le quotidien de l'avocat, et deux, d'encourager toutes les initiatives des confrères pour se saisir des plateformes, de mettre en place des plateformes et que nous dirigions ces plateformes vraiment. Et donc c'est au niveau national, bien évidemment. Hein, donc tout le monde a noté l'adresse si vous voulez vous inscrire. Il y a juste votre nom à remplir et après on vous envoie un formulaire. Merci beaucoup. Après, de toute façon vous restez, on vous posera éventuellement d'autres questions. Il y avait une autre proposition de faciliter le quotidien de l'avocat. Il y a des places. Venez. Par là. Je vous en prie. Voilà. Parfait. Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais vous présenter Lumlo, qui est également un outil pour faciliter votre quotidien. Donc je ne suis pas avocate, je suis juste fille d'eux, mais je travaille pour ELS, donc ELS qui est le premier éditeur juridique français, donc c'est édition Lefebvre-Sarrut,
premier éditeur juridique français, deuxième éditeur européen et quatrième mondial. Donc on connaît les avocats depuis plus d'un siècle. Merci. Le groupe ELS est né de la fusion des éditions Francis Lefebvre et des éditions législatives, et il doit sa croissance à une croissance organique liée à son innovation et une croissance externe liée à l'acquisition d'autres maisons d'édition, et notamment la maison Dalloz, que vous connaissez tous en tant qu'avocat. Que vous dire de plus que le groupe ELS a créé une start-up qui s'appelle IELS, et cette start-up a pour ambition de travailler sur les produits qu'on connaît déjà, ou travailler sur des nouveaux produits à destination des cibles qu'on connaît déjà. Le tout, évidemment, sur l'expérience du groupe ELS, qui est un groupe qui connaît l'édition juridique, la formation professionnelle, et qui est un groupe européen, donc qui est dans 7 pays en Europe. Donc, IELS a été créé au début de l'année, et moi j'ai été chargée de trouver quelque chose, un produit, une nouveauté qui intéresserait les avocats et qui faciliterait leur exercice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir les avocats, j'ai discuté avec eux, et ce que tu disais tout à l'heure, Juliette, c'est qu'il y a un problème de temps. Voilà, vous avez un problème de temps. Donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps. On a discuté avec des avocats à Paris, des avocats en province. Tous ont évoqué un problème de temps. Typiquement, ne pas avoir le temps d'aller chercher un recommandé à la poste, parce que les horaires de la poste ne conviennent pas. Des modes d'organisation d'audience où on est convoqué à 14h et on doit rester tout l'après-midi parce qu'on passe à 18h. Des déplacements, des tâches administratives de plus en plus lourdes, et des charges de travail qui augmentent. Les avocats également soulignaient un manque de solidarité entre vous, entre eux. Tous espèrent être solidaires, mais la plupart disent qu'ils ne sont pas, parce que l'autre ne le saura pas. Donc de tous ces constats, la difficulté également de trouver certaines informations, comme les horaires d'ouverture d'un greffe, où on va au greffe de Pontoise par exemple, et puis on s'aperçoit que c'est fermé entre midi et 2, et qu'on a une audience à 14h30 à Paris, et que il faudra revenir, et donc un autre problème de temps. Donc avec tout ça, on s'est demandé ce qu'on pouvait créer, et on a créé Lumlo. Donc Lum, la lumière, Lo, la loi. Et on a décidé de créer une communauté d'avocats. Donc c'est un réseau social d'avocats avec de l'entraide. Voilà. Et pour créer cette entraide, on va créer des systèmes de points. C'est-à-dire que plus l'avocat va être généreux, plus il va être récompensé, avec des systèmes de points qui lui permettront d'acquérir des ouvrages Dalloz, par exemple, ou d'avoir des réductions sur les formations, ou d'avoir des réductions sur la livraison d'une pizza, ou tout ce qu'on peut encore inventer. Parce que ce que je ne vous ai pas dit pour gagner du temps, c'est que dans Lumlo, il y a également, en plus de cette communauté d'avocats, un service de conciergerie. Merci. Donc, sur sa tablette, son téléphone, son ordinateur, on a créé un site dit responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les tailles d'écran. On va pouvoir commander ce qu'on veut. Voilà. Donc, on va pouvoir commander des pizzas, je vous le disais. On va pouvoir commander une manucure. On va pouvoir commander du champagne si le succès est arrivé. On va pouvoir commander un billet de train. On va pouvoir commander une sortie en famille pour le week-end. On va pouvoir commander tout ce qu'on veut. Une conciergerie très 2.0,
C'est-à-dire que vous demandez ce que vous voulez dans la barre de recherche de l'application et vous avez un système de chatbot. Donc c'est très à la mode, c'est un robot qui traite votre demande jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la traiter et là ce sera pris en charge par un humain. Mais ça veut dire que ça facilite énormément la prise de commande, le temps de prise de commande. Donc ça c'est le côté conciergerie privée. On a également développé un service d'assistant administratif. Merci. Donc vous pouvez commander un assistant administratif ou un assistant juridique pour le lendemain. Donc l'idée c'est d'être vraiment à l'écoute. Oui, je vais un peu vite. Vraiment d'être à l'écoute de vos besoins et d'intégrer au fur et à mesure des partenaires ou des nouvelles fonctionnalités. Donc on va commencer avec, vous le voyez, Officeo. Donc vous pouvez commander une assistante administrative pour mardi 15h et vous pouvez le faire sur Loomlo. L'idée c'est que vous trouviez tout ce dont vous avez besoin sur ce site. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez et je fais en sorte j'étudie la faisabilité de l'intégration d'un nouveau partenaire. Je cherche un nouveau partenaire et j'étudie sa faisabilité et je l'intègre directement dans Loomlo. Donc on aura Officeo, on aura également un outil de justice prédictive, donc pour vous aider à établir votre décision, vous permettre d'optimiser vos stratégies contentieuses. Donc là, la justice prédictive, c'est un mot qui fait un peu peur. C'est juste un outil d'aide à la décision. On l'a vu aussi également sur les slides précédents, mais je fais un peu dans le désordre, je suis désolée, qu'il y avait le CAB. Donc on va intégrer un système de chauffeur privé, le CAB qui est déjà très utilisé par les cabinets parisiens. Que vous dire de plus que cette plateforme est évolutive, collaborative, donc entre vous et nous. On va la faire évoluer. On pense que tous les trimestres, il y aura des nouveautés. Donc on fera des sondages également pour savoir si vous avez besoin de quelque chose qui n'existe pas sur cette plateforme ou si les services qu'on vous rend sur cette plateforme vous conviennent. Voilà, donc ça ce sont des exemples. Je crois que j'ai terminé. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. En fait, c'est une forme de conciergerie. Oui, en fait, c'est un tout en un où vous trouvez également de la conciergerie. En quoi c'est réservé aux avocats Parce que l'entrée est dédiée uniquement aux avocats. On aura également un système de contrôle pour s'assurer qu'il y a bien que des avocats qui viennent, parce que quand on est allé voir les avocats nous ont dit on voudrait que personne ne regarde ce qu'on fait. Voilà, on voudrait être entre nous seulement. Donc c'est pour ça que c'est dédié uniquement aux avocats. Où est la limite du secret professionnel? On n'a pas entendu, Nicolas. La limite du secret professionnel en tant que... Dans cette organisation, où chacun a accès. Mais personne ne sait ce qu'on demande. Ah non, c'est votre demande, c'est votre profil, personne ne sait ce que vous demandez. Vous pouvez choisir de passer des annonces, d'écrire des articles, mais vous ne les écrivez que si vous le souhaitez. Vous vous présentez avec votre nom si vous le souhaitez. Sinon, si vous voulez écrire et ne pas savoir c'est vous, vous pouvez les publier de manière anonyme. Mais sinon, toutes les commandes que vous passez sont sur votre profil et bien gardées secrètes à la CNIL. J'ai cru comprendre qu'il y avait un système de points, de notation. En fait, les systèmes de notation, c'est pour favoriser ce que je disais en introduction, que les avocats souhaitent être solidaires, mais ne veulent être solidaires que si le confrère est solidaire. Donc, pour favoriser la solidarité entre avocats, on a pensé à un système de points qui récompense en fait l'avocat solidaire. Donc, quand l'avocat est solidaire, on lui attribue des points et ces points permettront de... C'est qui attribue ces points? C'est un algorithme. D'accord. C'est pas une notation sur la qualité du service rendu, c'est vraiment un algorithme
un algorithme. J'ai pas compris dans quel cas ils sont solidaires pour effectuer quoi? Quand ils répondent à une annonce ou quand un avocat pose une question et qu'on répond à sa question, ou ce genre de choses. Dans l'assistance, Oui, oui. vous avez parlé d'assistance, même sur le plan juridique. Oui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Officeo et qui vous permet de solliciter une assistante juridique un après-midi, une journée, si vous en avez besoin, qui vous évite de recruter quelqu'un à temps complet. La question, par exemple, j'ai une question comme on a sur U ou sur le web, je sais pas comment on prononce. Vous avez une question très précise en matière de droit, vous avez besoin peut-être d'une aide un tout petit peu plus pointue dans un domaine particulier. Vous permettez aussi d'avoir, je dirais, le collaborateur lambda qui pourrait se présenter à votre cabinet pour vous donner, vous travailler pendant 2 heures, 4 heures sur une question particulière ou pas du tout. On n'y a pas pensé, mais ça peut être une idée. Je sais que merci, c'est cadeau, merci. Je sais qu'on a un service de renseignement juridique téléphonique aux éditions groupe Lefebvre Sarrut. Donc ça peut être une idée de partenariat aussi. Éventuellement proposer à un confrère d'intervenir à votre cabinet. Je pense que c'est une très bonne idée. On a imaginé dans le futur un système de réponse aux appels d'offres ou un dossier qui serait multimatière qu'un avocat tout seul ne pourrait pas, auquel l'avocat tout seul ne pourrait pas répondre, et ça rentre un peu dans cette idée, je pense. Merci en tout cas. Vous n'avez pas parlé de prix, ça veut dire que c'est gratuit ou c'est très cher? L'accès est gratuit et le paiement à l'acte, forcément, si vous commandez, si vous faites appel à la conciergerie, c'est payant. Mais l'accès à la plateforme et l'inscription sur la plateforme est gratuit. Et c'est pareil, vous demandez le numéro CNBF pour l'accès à la plateforme ou... On aimerait bien. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous ne les avez pas? Non. J'ai rendez-vous avec monsieur. Mais c'est pas ouvert encore ça. Non, ça devrait ouvrir là, incessamment sous peu. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées pour être sur la... Alors, je travaille avec Claire sur ce projet en fait depuis plusieurs mois maintenant. Et donc toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour être sur Loomlo dès la sortie, venez nous voir ou laissez-moi votre carte de visite à la fin du petit déjeuner et puis on fera le nécessaire pour que vous soyez présente dès la sortie. On peut vous créer votre profil déjà avec une petite notice qui vous permettra de prendre en main plus rapidement la plateforme dès le début. Donc voilà. Je voudrais juste savoir par rapport aux bases de données qui existent actuellement, quelle est la différence que vous observez pratiquement Aux bases de données des éditeurs juridiques? Oui. Comment enfin... C'est un service à part en fait. C'est une... Parce que là, j'arrive pas à comprendre concrètement quel type de service. Enfin, j'ai l'impression que c'est des services qui existent déjà et que vous avez regroupés en fait. C'est ça. L'idée, c'est le tout en un. C'est de trouver tout ce que vous voulez sur un site. Mais il n'y a pas d'abonnement aux plateformes juridiques. Non. Enfin, si vous le demandez, il y aura, mais à l'origine, non. C'est vraiment pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans votre journée au quotidien. Dans votre journée au quotidien, ça ne veut rien dire, mais dans votre journée, et que vous, l'avocat, puisse se concentrer sur sa valeur ajoutée qui est le conseil, et ne pas se disperser sur les tâches annexes. Ça fait rêver, hein? En fait, vous, c'est plus du service que vous proposez aux avocats par rapport, je pense, par rapport à Préférencia. Hein. C'est complètement ça. Préférencia est une centrale d'achat qui a été mise en place, et c'est Alain Cuisance qui s'en occupe, mais qui négocie des prix pour les avocats, alors que vous, c'est le service que vous rendez. C'est-à-dire qu'on prend contact avec vous et vous vous occupez de tout. Exactement. C'est ça. Très bien. Très bien. Oui, non, mais c'est tout ça est pour faciliter la vie de l'avocat. Est-ce que on va peut-être demander à Jean-Christophe Barjon, alors on parlait de faciliter la vie de l'avocat. Si Jean-Christophe Barjon, qui je rappelle est en charge de la CARPA, peut nous parler de l'avocat au quotidien et tout ce qui est fait pour faciliter la vie des cabinets d'avocats de façon à avoir recours à la CARPA. Pour nous, il est indispensable de développer encore le recours à la CARPA. Donc,
Jean-Christophe, je te laisse. Merci Marie. Alors là, tu dois rejoindre ensuite, tu as des obligations. Oui, je dois partir. Mais donc la CARPA, c'est gratuit. Mais c'est obligatoire, vous savez aussi. C'est obligatoire dès lors que, en tant qu'avocat, nous accompagnons un mouvement financier d'une opération juridique ou judiciaire qui nous a été confiée. C'est l'accessoire financier de l'opération. Alors parfois, on ne le fait pas. On laisse les clients se débrouiller. C'est une mauvaise idée. Il faut contrôler le volet financier de l'opération qui nous est confiée. C'est la bonne fin de l'opération, alors qu'il s'agit d'opération juridique. C'est aussi la mission lorsqu'il s'agit d'une opération, enfin d'un contentieux et de l'exécution d'un jugement. Il faut contrôler que tout arrive à bonne fin. Et donc il faut passer par la CARPA dans ce cas-là, c'est la loi française. Alors, pour vous dire que sur le plan pratique, opérationnel, nous avons développé une plateforme qui s'appelle iCarpa, vous connaissez. 70% maintenant d'entre nous l'utilisent. Alors c'est beaucoup, c'est pas encore suffisant parce qu'il faudrait aller vers les 100% bien sûr. C'est une plateforme qui évolue en permanence. Et, encore cette année 2016, nous avons fait beaucoup d'évolutions. Ça vous permet par exemple d'effectuer, de consulter bien sûr les comptes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça vous permet de savoir quand un chèque est crédité, quand il a été débité par votre client, ou s'il n'a pas été débité. Donc ça peut poser aussi un problème. Vous pouvez savoir que le client ne l'a pas encaissé. Vous savez tout ça en temps réel. Vous êtes, lorsque vous remettez un chèque à l'encaissement, vous remplissez le bordereau en ligne. Vous n'oubliez rien parce qu'il y a des champs obligatoires. Et puis, si votre chèque n'est pas physiquement, parce que c'est encore juridiquement la vignette qu'on appelle le chèque qui doit être remis à un moment donné à la CARPA, s'il n'arrive pas dans les 3 jours, eh bien, vous recevez un mail de relance en vous disant il y a un problème, vous avez enregistré un chèque qui n'est toujours pas physiquement arrivé. Et là, on se rend compte qu'il a été oublié dans le dossier, qu'il y a eu une erreur. Bon, et ça évite cette difficulté. Donc, ça permet de tracer vraiment les opérations et d'être à votre service, à notre service pour éviter toute difficulté. Et puis alors, nous sommes en train de développer aussi ce qu'on appelle la convergence avec les logiciels cabinets. La plupart de nos cabinets sont équipés de logiciels de gestion des dossiers. Donc, on rentre en informatique un nouveau dossier, un nouveau client avec un certain nombre d'informations qui le concernent et qui vont concerner son affaire. Et puis lorsqu'il y a une opération, un mouvement de fonds associé à cette affaire, ça peut intervenir quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, mais on va saisir dans iCarpa ou dans des bordereaux papier, eh bien on va saisir les informations pour ouvrir le sous-compte à faire auprès de la CARPA. Pour éviter ce double travail, nous sommes en train de converger avec de proposer aux éditeurs de logiciels de gestion de cabinet de prendre en charge le cahier des charges CARPA, de sorte que lorsque vous rentrerez ces informations, elles pourront directement venir implémenter l'ouverture d'un dossier, d'un sous-dossier à CARPA, de façon à ce que vous n'ayez pas 2 fois le travail à effectuer, à ce que ce travail soit parfaitement fait et que les renseignements qui se trouvent dans la zone utile soient transférés directement dans la zone CARPA. Bon, nous cherchons à évoluer tous les jours dans ces domaines-là, de façon à rendre la vie quotidienne plus simple, plus rapide. Vous savez que les délais d'encaissement ont été réduits. Si nous continuons à développer iCarpa, nous pourrons réduire les délais de bonne fin avec notre banque de flux qui est BNP Paribas de façon encore plus forte. Vous savez que les délais de bonne fin actuellement sont de 7 jours ouvrés à Paris pour les chèques et nous allons les réduire à 6. Vous savez que pour les virements, il y a aussi des délais qui sont réduits et selon la forme de virement, ce sont des virements immédiats de trésorerie qui peuvent être générés. Donc nous avons toute une palette de solutions en fonction des situations qui permettent d'aller très vite et de réaliser des opérations complexes, le cas échéant, dans le domaine juridique. On a beaucoup développé, nous avons expliqué les opérations juridiques dites de haut bilan et nous développons aussi les services
pour tout un chacun sur les opérations quotidiennes, si je puis dire, qui généralement se traitent encore par chèque. Donc nous allons dans toutes les directions de façon à satisfaire l'ensemble des besoins et de l'évolution des besoins des cabinets. Donc si vous avez des demandes particulières ou des idées d'amélioration, n'hésitez pas à les donner à la CARPA. Nous avons des équipes qui travaillent de façon très réactive et qui sauront vous dire ce qu'il en est, ce que l'on peut faire pour améliorer la rapidité du traitement des flux, et surtout aussi, parce que c'est le rôle principal de la CARPA, c'est le cœur de métier, de la conformité des opérations. Parce que ce soit une opération standard de divorce ou que ce soit une opération dite de fusion-acquisition, il y a des problèmes ou des préoccupations à avoir en matière de lutte anti-blanchiment, de conformité, de lutte anti-fraude. Et vous savez que les obligations que nous avons, qui doivent d'ailleurs être contrôlées théoriquement par l'ordre, c'est l'article 17-13 de la loi de 71, nous devons mettre en place des systèmes de vigilance, de prévention dans tous ces domaines-là. Et le CARPA, c'est un système expert de prévention, de détection des fraudes. Nous passons toutes les opérations qui nous sont confiées par nos confrères, nous les passons au crible d'une analyse de risque, d'une analyse de conformité par des moyens informatiques. La CNIL nous autorise à matcher les données avec des bases externes qui nous apportent des alertes éventuellement que nous pouvons lever avec les confrères ou pas. Nous avons une architecture de contrôle de plus en plus sophistiquée qui permet de vous assister, de vous aider, pas en aucun cas de vous dénoncer. La CARPA n'est pas soumise à la déclaration d'obligation de soupçon que nous avons tous en tant qu'avocats, mais de vous assister pour vous dire attention, là il y a peut-être un risque, évitez d'aller dans cette direction, évitez peut-être même de prendre ce dossier parce que là nous avons détecté un risque sérieux, donc évitez de le prendre, comme ça vous aurez vous éviterez d'avoir à faire une déclaration de soupçon et vous éviterez des difficultés. On a ces outils-là, pourquoi? Grâce à la mutualisation. La CARPA traite 400 000 opérations par an, plus de 400 000 l'année dernière, un flux financier qui était de plus de 15,2 milliards d'euros. Ça donne ça permet de mettre en place des modélisations d'opérations à risque, ça permet d'avoir des équipes, au maniement de fonds, nous avons une équipe de 30 personnes, 30 analystes qui sont de plus en plus professionnels et le niveau, la qualité de recherche et d'organisation s'élève chaque jour. Donc c'est un outil formidable et un avantage concurrentiel que nous avons là. Parce que si la profession ne fait pas de déclaration de soupçon, c'est peut-être parce qu'elle fait beaucoup de vigilance et de prévention grâce à la CARPA, parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche. Si les obligations des avocats s'étendent, notamment avec la loi Sapin 2 qui doit être votée dans les prochains jours à l'Assemblée, notamment par la transposition de la 4e directive anti-blanchiment d'ici le mois de décembre. La réponse de la profession, c'est de dire nous sommes dotés, nous, de systèmes de contrôle et d'autorégulation qui fonctionnent bien et qui fonctionnent d'autant mieux que nous participons tous, nous contrôlons tous grâce à la CARPA, nous appuyons sur la CARPA toutes nos opérations financières. Donc nous ne sommes jamais à l'abri d'un problème, mais nous maîtrisons le risque de fraude ou le risque de blanchiment sans doute beaucoup mieux que d'autres professions qui n'ont pas un outil technique aussi avancé que celui dont dispose la profession d'avocat. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, la CARPA, c'est un avantage concurrentiel, il faut l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser le flux financier associé à votre opération juridico-judiciaire, que ce soit une opération, je dirais, très simple ou très sophistiquée ou très compliquée, que vous soyez cabinet individuel ou grosse structure d'affaires. Nous avons la palette, si je puis dire, de capacité de réponse à tous les besoins de tous confrères. Et nous avons effectivement, grâce à cette réactivité et cette augmentation de la qualité, développé considérablement la CARPA, notamment ces 5 dernières années. On peut dire qu'effectivement, nous avons franchi un seuil et que nous allons encore, si vous le voulez bien et si tout le monde participe, devenir encore plus performant dans les années toutes prochaines, dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Si vous voulez aussi les adresser à la CARPA, secrétariat général, place Dauphine, par mail,
par courrier, voilà. Et puis toutes les pistes d'amélioration, on les examine et on essaye d'en tirer profit. C'est en allant dans les cabinets qu'on a réussi aussi à développer davantage nos capacités de réaction par rapport aux besoins des uns et des autres, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais auxquels il faut répondre. Voilà. Bien sûr, bravo. Vraiment de remercier Jean-Christophe Barjon et tous les services de la CARPA. Non, mais je vais donner la parole, mais simplement je tenais à souligner que effectivement depuis 5 ans, la CARPA a connu une évolution terrible, une modernisation redoutable, qui ont fait une véritable force des avocats. Et il est indispensable que tous les cabinets sur toutes leurs opérations aient recours à la CARPA et passent par la CARPA. C'est indispensable. Nous sommes devenus tout aussi performants que toutes les banques internationales sur les opérations internationales. Il n'y a plus les délais, ils sont capables de débloquer la nuit en l'espace de quelques heures, je peux vous le dire parce que nous l'avons vécu au sein de ce cabinet, en quelques heures de débloquer tout de suite les fonds de façon à ce que ce ne soit plus, qu'il n'y ait plus aucun écueil à passer par la CARPA. Donc on ne peut qu'inciter tous les avocats de France et tous les avocats, bien évidemment au barreau de Paris, à passer par la CARPA pour l'intégralité de leurs opérations, y inclut toutes leurs opérations internationales. Vraiment, merci, bravo à Jean-Christophe Barjon et à tous ces services. Mais je pense qu'il y a des questions. C'est un truc, est-ce qu'avec ICARPA, quand il y a un mouvement qui touche, une opération qui touche un de nos sous-comptes, est-ce qu'on reçoit une notification par ICARPA? Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. T'es informé il se passe quelque chose sur un compte. Absolument. Absolument. Et l'avantage sur cette plateforme-là, c'est que c'est du temps réel que ça se produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller consulter nous-mêmes, on est informé. Il y a les deux. On peut les consulter et on est informé on reçoit une notice. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, si vous avez d'autres idées, Merci. Notre dernière intervenante qui nous présente une plateforme Démocratie France, qui est une plateforme collaborative. Bonjour à tous, Caroline Corbal, je suis la présidente de Démocratie OS France, qui est une plateforme de consultation en ligne. Je vais faire assez vite, étant donné que je pense qu'on a tous des obligations. Donc Démocratie OS France a été... déjà merci d'avoir pensé à Démocratie OS, merci de nous avoir invités. Donc mon intervention va peut-être décaler un petit peu par rapport aux interventions précédentes, car Démocratie OS n'est pas un intervenant classique du monde du droit. Mais on collabore beaucoup avec Open Law, le droit ouvert. Je ne sais pas si vous connaissez Open Law. Pas tous. Okay. Donc Open Law essaye de repenser le monde du droit en utilisant les modèles ouverts, c'est-à-dire une innovation plus collaborative. On travaille beaucoup entre le rapprochement entre les professionnels du droit et le monde de la legal tech. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce partenariat et qu'on intervient de plus en plus en fait, dans le monde du droit. Et mon intervention va être plus centrée sur comment repenser le lien entre le bâtonnat, le conseil de l'ordre et les avocats, pour avoir une gouvernance qui soit plus interne, plus inclusive et qui représente mieux les avocats. Donc, brièvement, je vais présenter la plateforme. Donc, la plateforme, d'abord, on a une association, si je précise, entièrement bénévole et donc là, on représente la branche française. Donc Démocratie OS, c'est un logiciel qui a été créé pour prendre des décisions collaborativement et faire de la gouvernance. Donc en fait, vous avez une série de propositions sur le côté, là sur la gauche. Ici, vous pouvez vous informer sur la proposition. Et au-dessous, vous pouvez débattre donc, avec vos pairs. Vous pouvez voter pour les commentaires qui vous semblent les plus intéressants. Et vous pouvez ensuite voter. Donc là, vous avez un exemple qui a été fait à Nanterre. Donc la ville de Nanterre, pendant 1 an, a consulté tous ses citoyens. Donc ici, vous avez donc toutes les propositions. Et ici, vous avez par exemple un élu qui a commenté. On voit que 4 citoyens ont voté pour lui et sa proposition en fait est remontée. Et ici, vous avez une autre
un autre exemple qui est la Société d'Histoire Nanterre, qui regroupe 20 personnes qui se sont faites rassembler et qui ont voulu faire remonter un avis collectif. Donc on voit que c'est un avis collectif et qui sera ensuite pris en compte par les élus. Donc ça, je vais passer très vite, mais Démocratie OS est née en Argentine, car il y avait de vrais impératifs démocratiques, notamment la ville de Buenos Aires, où les citoyens ne se sentaient pas du tout représentés par le congrès de Buenos Aires. Donc ils ont créé un vrai cheval de Troie, ils sont allés dans la rue, ils ont dit aux citoyens, vous avez des téléphones, vous jouez sur vos téléphones, si vous avez 2 minutes pour faire ça, vous avez aussi 2 minutes pour donner votre avis et faire remonter votre voix. Et ils ont donc créé un parti politique complètement décentralisé, et l'idée, c'était de hacker le congrès de Buenos Aires en faisant voter les citoyens sur la plateforme en ligne et ensuite de faire voter les députés selon l'avis des citoyens exprimé sur la plateforme. Donc une sorte de démocratie directe en fait. Donc Démocratie OS est utilisée maintenant dans plus de 30 gouvernements, donc à des niveaux de gouvernement différents. Donc on a des mairies, des collectivités locales, mairies, assemblées, associations, partis politiques, gouvernements qui l'utilisent. Ici, c'est un exemple du gouvernement argentin qui vient de l'utiliser pour concerter ses citoyens sur un ensemble des sujets sociétaux actuels. Merci. Le logiciel est open source, donc ça c'est un petit peu technique, mais c'est-à-dire qu'il est complètement libre. Le code source est accessible partout, vous pouvez le récupérer, l'utiliser, le modifier, le transformer, l'adapter à vos besoins. Comment on fonctionne en France? Donc, comme je vous l'expliquais, on est une association. Et on travaille en fait sur un système de partenariat avec des acteurs de terrain qui veulent lancer des consultations. Donc on travaille avec des associations, des collectivités locales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des mouvements citoyens. Concrètement, qu'est-ce qu'on apporte? Donc on apporte l'outil, on aide, donc il est gratuit et libre, à libre disposition, mais on accompagne techniquement le déploiement de l'outil. Ensuite, on apporte un support technique, on apporte une méthodologie. Animer, lancer une concertation, c'est pas simple en fait. Faire participer les gens, c'est complexe. Donc en fait, on met en place tout un processus sur le long terme pour amener les citoyens à participer. Et donc ça rejoint la dernière partie qui est l'animation de la communauté. Donc ça, c'est quelques cas d'usage qu'on a. Par exemple, donc Laurent Baumel pour une consultation locale dans l'Eure-et-Loire. À côté, c'est un jeune parti politique. On a Anne Hidalgo aussi qui a fait son compte-rendu de mandat sur notre outil. Et en haut, c'est un collectif démocratique qui l'utilise en fait pour voter toutes ces décisions. Donc la réflexion qu'Alexis m'a demandé de mener, c'est comment rendre la profession d'avocat plus ouverte et collaborative, c'est-à-dire repenser un petit peu la gouvernance. Et donc j'ai vu en fait que vous aviez déjà un outil à disposition qui s'appelle À vos idées. Est-ce que déjà vous le connaissez? Non? Personne ne le connaît? D'accord, donc j'ai découvert ici. C'est l'ordre qui a lancé ça. Tout à fait. Ok. Et est-ce que vous êtes déjà allé dessus? Est-ce que vous l'avez déjà un peu exploré? Oui? Vous avez participé aussi? Ok. Non, c'est pas bien. Donc, ce qu'on voit quand même quand je me suis promenée sur cet outil, c'est qu'il y a peu de participation. Donc, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'en fait, il y a le fonctionnement démocratique. En fait, j'ai fait une analogie avec le barreau de Paris et un système politique, car on a un organe exécutif avec le bâtonnier et le vice-bâtonnier, un organe législatif avec le Conseil de l'ordre, et des citoyens qui sont les avocats. Et si je ne me trompe pas, vous êtes 28 000, c'est ça? Oui. Au barreau de Paris. À Paris, oui, je parle de Paris. Et donc avec un fonctionnement démocratique qui est quand même un petit peu en échec, car il y a un faible taux de participation aux élections, un sentiment chez les avocats de ne pas être représentés. Il y a des décisions qui sont prises ou, de manière assez opaque, où vous n'avez pas été associé en amont. Et vous découvrez les décisions un peu tard, notamment j'ai vu le cas du palais de justice, où beaucoup d'entre vous l'ont appris très tardivement, et c'est des sommes énormes qui sont en jeu. Donc... ouais, donc un peu une impression de subir des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Donc dans l'état actuel des choses, il me semble compliqué de construire un futur de la profession qui soit pérenne et construit avec les avocats. Donc pour recréer du lien, mettre un outil à disposition comme celui que vous avez actuellement ou comme celui que je propose, hein, c'est pas du tout une guerre des outils, ça peu importe, ça ne suffit pas en fait. Et là je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a un outil qui a été mis à disposition, mais ça ne suffit pas. Les gens ne participent pas. Donc il y a quelques conseils que nous on voit en fait, des retours de terrain, des retours d'expérience qui montrent que pour informer, donc il faut déjà un truc en 3 étapes. Il faut d'abord que vous puissiez être informé de manière claire et simple. Ensuite il faut qu'il y ait des moments de concertation et ensuite des moments d'action.
Mais pour ça, j'ai quelques conseils justement issus de ces retours de terrain qui sont un outil le plus simple et intuitif possible. Il faut que quand vous arriviez, vous sachiez déjà ce qui se passe, quelle est l'information sur laquelle on vous demande de réagir, que ça ne vous prenne pas 5 clics pour vous informer. Donc pas d'usine à gaz. Ensuite, des consultations qui soient courtes et bien pensées. Et surtout, mélanger des temps en présentiel, comme aujourd'hui, et des temps en ligne. Ça me semble vraiment important. On voit que c'est la clé dans toutes les consultations. Pour l'instant, le numérique ne suffit pas. Donc, ce que je conseillerais, c'est que quand il y a des décisions comme ça importantes à prendre, vous voulez vraiment arriver à un consensus, réunissez-vous et ensuite, ayez des moments d'échange en ligne. La régularité dans la consultation, on ne peut pas poster une concertation comme ça tous les 2 mois. Quand on y pense, il faut que ça soit régulier, il faut que les gens prennent l'habitude en fait de participer. Il faut que dans votre quotidien, vous ayez l'habitude, par exemple, une fois par semaine, de vous rendre sur la plateforme et de vous dire quelles sont les réformes en cours actuellement, quelles sont les propositions, est-ce que je peux donner mon avis. Et bien sûr, une vraie impulsion par le haut et un engagement fort à prendre en compte l'avis exprimé. C'est-à-dire que quand on consulte comme ça ces citoyens, donc quand on consulte donc vous, les avocats, il faut qu'ensuite vous ayez un engagement. Il faut que que l'avis que vous ayez, l'avis majoritaire, soit ensuite vraiment pris en compte. Nous, par exemple, toute mon association, on fonctionne comme ça. On prend chaque décision est votée et en fonction du pourcentage qui est exprimé à la fin, si la décision est acceptée, on la met en place. Peu importe les complications que ça peut amener. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'outil, sur comment mettre en place une concertation. Vous avez le mail de contact ici. On peut très bien prévoir une réunion de projet. Bon. C'est ce que je vous ai dit en mixant des moments comme ça en présentiel, comme aujourd'hui, pour débattre autour d'une proposition, et ensuite des moments en ligne où vous pourrez vous exprimer. Par exemple, si vous lancez une consultation, je reprends l'exemple du palais de justice, vous pouvez très bien avoir une première réunion pour en discuter ensemble, et ensuite une série de propositions concernant ce projet-là en ligne. Et là, vous prenez le temps de donner un avis plus construit et de voter sur certaines propositions. J'ai le sentiment que les colonnes qui ont été réhabilitées par le bâtonnier actuel devraient s'inspirer de ce mode de fonctionnement, de manière, à la fois avec des moments de rencontre physique, et puis l'essentiel du temps, ce truchement qui est le meilleur moyen de savoir un peu prendre le pouls son public et de savoir ce qu'il pense. Je trouve que sur la question de la moda, qui aujourd'hui agite pas mal le palais, en tout cas certaines candidatures, il faudrait un élément comme ça pour que les gens soient à la fois informés et puissent donner leur sentiment. Donc, la maison de l'avocat. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On n'a pas que l'ordre ne fasse lui-même ce truc-là. Leur logiciel est gratuit, donc l'ordre à l'outil, il est adapté. J'ai une question, mais vous êtes une association, mais comment ça se passe? Il n'y a jamais de... Comment Donc on est tous bénévoles. Alors des fois on met en place des partenariats, donc des acteurs vont nous donner des sommes, c'est des sommes modiques, 300 € par exemple pour la mise en place de la plateforme. C'est vraiment entièrement bénévole. Alors il y a une entreprise à côté qui pareil fait de l'open source et donc on reverse les évolutions du logiciel qui sont faites. Mais globalement tout ce qu'on fait c'est sur notre temps bénévole. Donc on met en route. Par rapport à change.org, vous situez comment? Alors change.org c'est des pétitions surtout. Et donc nous, c'est vraiment la décision collective. Donc on est complémentaires de change.org. Des fois, on met en place des actions en parallèle. Parce que dans change.org, oui, alors c'est des pétitions, mais ça revient un peu même, puisque on dit, en gros, on est pour, et si on est contre, on n'y va pas. C'est un peu... C'est-à-dire que là, il y a vraiment contre, quoi. On peut mettre pour et contre, expliquer pourquoi. C'est ça, vous pouvez vraiment débattre. Des fois, on se retrouve avec des concertations où il y a des quinzaines, des vingtaines de personnes qui débattent, qui viennent tous les jours se connecter, débattre. Et à la fin, il y a des commentaires qui ressortent. Par exemple, s'il y a 50 personnes qui ont voté pour une contribution, alors vraiment, c'est des arguments que les élus peuvent prendre en compte. Parce que c'est un peu le problème des forums, c'est qu'il y a 40, 50, 150 personnes qui vont donner leur avis. Alors déjà, sur les 28 000 avocats, ça fait quand même pas beaucoup.
et on est noyé, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire ressortir l'idée phare, l'idée principale. Et moi, c'est ce qui me rend totalement imperméable à ce genre de site, c'est que moi je hais les forums, vraiment, sincèrement, c'est bien au départ, et puis après on est noyé, et on n'arrive plus à trouver l'idée mère, à trouver le sens, à comprendre la discussion, et puis tout le monde n'a pas un avis intéressant, il y en a qui sont quand même mettre un peu leur petite affaire, vous voyez, et comment, du coup, vous proposez, comment allier ce que vous dites au départ, c'est-à-dire on veut que ce soit fluide, on veut que ce soit facile et que l'idée phare apparaisse dès le départ, simplement, et à la fois cette inondation de commentaires, idées, évaluations. En fait, on a pris un parti pris qui peut être critiqué, c'est de faire un outil vraiment simple où, par exemple, l'outil qui est en place actuellement pour l'ordre, c'est un outil qui a plein de points, donc il y a un budget participatif, un outil de consultation, un outil de boîte à idées où vous pouvez faire remonter des idées. Nous, on est resté sur de la consultation simple. Donc des fois, c'est vrai que les gens, quand ils viennent nous voir, ils disent vous avez juste de la consultation. Oui, on a juste de la consultation, et c'est ultra simple. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à des tableaux très compliqués avec des usines à gaz où il y a des fenêtres de tous les côtés, des commentaires qui remontent, où il est impossible de faire une synthèse. Après, il y a un énorme travail qui doit être fait par la personne qui va mettre en place la consultation, pour que chaque proposition sur laquelle les citoyens, enfin donc ici les avocats vont être consultés, appelle à une réponse claire. Il ne faut pas mettre un pavé, il faut... Ouais, voilà, donc il y a un gros travail de découpe en fait de la consultation. En général, on accompagne les acteurs là-dedans. Vous aider avec ça. C'est l'idée, ouais. Vraiment découper en parties simples et claires. Mais je rejoins vous compléter cette question, là, vous savez, sur la MODA, l'histoire de la maison des avocats, si jamais il y a une consultation et que tout le monde répondait, qui va lire 26 000 réponses? Personne ne va lire 26 000 réponses. On s'en fiche. Donc en fait, avec une pétition, on va nous demander oui ou non. Voilà, on ne peut pas demander 26 000 commentaires. Alors, je pense que vous n'aurez déjà jamais eu 26 000 commentaires. Et l'idée, c'est de construire ensemble. Il me semble que c'est quand même déjà mieux que rien d'avoir des avis qui ressortent et qui peuvent être pris en compte par la suite. Vous aurez quand même des... Et vous n'aurez pas 26 000 avis. Non, mais dans un rêve de démocratie directe avec ces outils-là, ça serait que tout le monde participe. C'est un peu l'idée, si c'est pour rester au 40. Si on réfléchit comme ça, on prend plus de décisions collectives alors. On peut, mais vous tirez aucune richesse de ça, c'est un oui-non, tout simple. Alors qu'ici, vous avez des idées qui remontent, qui sont des fois super pertinentes, par exemple sur... Mais là, par exemple sur Nanterre, donc là c'est une ville, et les élus travaillent sur les propositions qui sont remontées des citoyens, des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé, sur des gros projets, mais il y avait beaucoup d'investissements en jeu, les citoyens sont mobilisés, et il y a toute une papeterie qui ne va pas être mise en place grâce à ça en fait. Les gens ont lu les commentaires. Ah oui, bien sûr. Mais après, il y a une section dans l'ordre qui va être dédiée à analyser les commentaires. Et ceux qui ont été likés, qui sont remontés, vont être pris en compte par... En fait, on en fait des visualisations, des diagrammes, des synthèses. On va conclure parce que tout le monde doit partir. Vraiment, je vais peut-être prendre Je vais peut-être prendre le micro. Déjà de remercier tous nos intervenants parce que c'était passionnant. Tout ceci participe très clairement, je vous le dis, de notre programme qui est de faciliter le quotidien de l'avocat. Pour nous, l'ordre doit être un facilitateur aussi du quotidien de l'avocat. Il était important de vous présenter ces sites, ces initiatives d'avocats, de non-avocats. C'est vrai que nous souhaitons que l'ordre soit ce barreau numérique aussi. Et je vous le dis, dans notre programme, nous avons dans l'idée d'avoir des, entre guillemets, boutiques virtuelles de l'ordre, c'est-à-dire comment l'ordre doit faciliter le quotidien de l'avocat. Et tous les sites que vous avez pu voir, les initiatives, un souhait est que de votre bien dévoué soit ou devienne, pourquoi pas, un site de l'ordre. Pourquoi pas, à réfléchir, mais si, nous en parlerons peut-être demain ou après-demain.
de vous dire aussi que pour nous, l'ordre doit créer aussi une sorte de Facebook des avocats, parce que c'est un besoin, là aussi, et nous devons pouvoir partager sur les moyens, sur les réseaux sociaux. L'ordre doit être ouvert et doit communiquer autrement, et nous le démontrons dans le cadre de notre campagne sur la façon dont nous souhaitons communiquer. Je vous rappelle que nous avons un Facebook Live sur tous nos événements, parce que ceci permet de mieux communiquer et de mieux faire connaître les initiatives et en l'espèce notre programme. Je repasse la parole à Basile parce que nous avons un certain nombre de propositions. Nous allons les mettre en ligne. Non, on va diffuser dans de tout prochains jours, sous la forme que vous connaissez sans doute déjà. Sur chacun des sujets, nous avons des fiches avec notre vision, nos idées clés et ensuite nos propositions en détail. Il y en a une très détaillée, très riche, avec plein de petites solutions que nous avons soit imaginées, soit qu'on est venu nous suggérer au cours de nos rencontres en disant s'il y avait ceci, il y avait cela. Il est évident que le monde numérique doit être totalement appréhendé et que l'ordre se l'approprie. Alors, on ne sait pas exactement comment s'y prendre, mais les rencontres comme celle d'aujourd'hui sont très très utiles parce qu'on voit qu'en tout cas que dans ce monde qui change à toute vitesse, il ne faut pas se laisser prendre de vitesse. Alors, je vois par exemple, là, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait trop long à vous expliquer, mais qu'on voudrait par exemple mettre en place un guichet unique pour tous ceux qui viennent de prêter serment. Pour toutes les inscriptions, ce serait une plateforme, nécessairement, aux différents organismes sociaux. Alors, les boutiques de l'ordre, ça c'est notre grand sujet et que vous verrez, on développe très précisément. Et il y aura aussi, nous avons l'ambition dans la fameuse MODA. Alors, on pourra en parler d'ailleurs, parce que c'est fait, la MODA, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir revenir derrière, c'est complètement idiot. Évidemment que les avocats doivent être sur les Batignolles. Et au moment de l'ouverture du tribunal, sinon ça va être un foutoir considérable. On voudrait faire dans cette MODA un vrai business center moderne, comme font les autres professions, qui rendent parfaitement service avec tous les outils informatiques, avec une bibliothèque TECH. On veut conserver notre vraie bibliothèque, ces beaux livres, ces livres anciens, au palais de justice, et à la MODA, à côté du nouveau tribunal, on aura une bibliothèque totalement adaptée aux besoins des confrères. Voilà, on a des tonnes de choses à vous dire, mais je crois qu'on n'a plus le temps. En tout cas, je vous invite à regarder notre programme, il va être diffusé dans les tout prochains jours sur toutes ces questions. Voilà. Sachez que nous avons en préoccupation aussi, parce que je sais que c'est un souci pour tous, c'est d'avoir aussi, de voir les possibilités de parking aux Batignolles, au moins d'avoir des parkings 2 roues, c'est indispensable, et d'essayer de voir les solutions qui peuvent être mises en place. Ça nous paraît très ardu, on vous le dit, très 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 ardu, de façon à mettre en place. Et pareil, de négocier aussi avec les taxis, de négocier, voilà, des solutions de façon à faciliter le quotidien de l'avocat avec son client, c'est-à-dire comment est-ce que on aide à recevoir aux Batignolles. Attention, pour l'instant, il faut que vous le sachiez, il n'y a pas de place pour les avocats, hormis le vestiaire et les docks, il n'y a pas de place réservée dans le palais de justice. Il n'y en a pas. Voilà, il faut que vous sachiez, par rapport au débat qui se tient actuellement sur la MODA, c'est est-ce que les avocats sont sur le site des Batignolles ou pas? En fin de compte, la question se résume comme cela. Si nous n'avons pas de maison des avocats, ça veut dire que les avocats ne sont pas sur le site des Batignolles. Il faut en avoir conscience, savoir où nous recevrons nos clients, où nous donnerons rendez-vous à nos clients. En ce qui nous concerne, nous souhaitons qu'il y ait une possibilité que les avocats puissent accueillir leurs clients, donner rendez-vous à leurs clients, avoir les rendez-vous avant d'aller au palais. Ça nous semble indispensable. On vous le dit, d'autant que nous sommes tous juristes, nous sommes tous avocats et nous savons combien coûte de cesser un chantier alors qu'il est signé et qu'il est engagé. Ça signifie de payer la totalité des sommes pour rien. Donc c'est effectivement TTC 100 millions d'euros pour rien. La solution qui avait été proposée était le 20e étage avec un loyer de 1 million d'euros, d'après ce que nous avons pu découvrir dans ce sujet, dans ce qui concerne ce sujet. Nous avons interrogé par lettre ouverte aux bâtonniers pour avoir les réponses à un certain nombre de nos questions.
Mais c'est vrai que la question se pose, et elle se pose aussi en ces termes. Les avocats sont-ils sur le site des Batignolles ou pas? Voilà, en tout cas, vous remercier pour ce petit déjeuner sur le quotidien de l'avocat. Remercier tous nos intervenants pour leurs excellentes idées, leurs excellentes suggestions, et vous dire à très bientôt. Oui, vous avez vu, on a peut-être vous diffuser là un papier avec tous nos prochains rendez-vous. Hein, on a un procès très amusant, une nuit de l'éloquence lundi prochain. Il y a le 15 novembre à la maison, alors l'auditorium de la Maison du Barreau, Place Dauphine, notre grande rencontre sur ce que pensent les femmes. Alors vraiment, on compte sur tout le monde. Voilà. Oui, il y a un très bon acteur, vous avez vu dans le film. Et à 19h30. Vous oubliez les mamans? Les mamans, elles peuvent venir avec leurs enfants. Un service de garde. Et nous aurons le 22 novembre, le 21 novembre, à la salle des Criers, nous présenterons le programme, nous répondrons aux questions de manière très interactive hein, sur tout ce que nous proposons, toute notre vision du barreau de 2018-2019. Et le 22 novembre, à la bibliothèque, salon de la bibliothèque, une grande rencontre sur quel avocat voulons-nous dans notre démocratie, où sont des magistrats, sont présents des magistrats, des gendarmes, des journalistes, évidemment des confrères, pour savoir où nous en sommes sur la question des droits de la défense, du secret professionnel, des relations avec les magistrats, et toutes ces questions que nous posons. Voilà. Merci en tout cas de votre présence. Merci à tous.